Polémique autour de la dette ivoirienne. Décryptage d'une réalité souvent méconnue. Les gens parlent de la dette, les gens parlent... L'opposition a une intention, c'est de manipuler les populations, de tromper les populations, parce que quand on demande est-ce que Ouattara travaille, ils disent oui, mais c'est avec la dette qu'il travaille. La dette là c'est quoi? C'est crédit. Crédit n'est pas bon, hein. Donc ça c'est pas bon. Il a pris beaucoup, hein. Donc ça fait qu'ils sont en train d'embobiner la population pour essayer de salir le travail et l'image du président Ouattara. C'est leur stratégie. Et donc on va vous expliquer la polémique autour de la dette ivoirienne là. On va prendre ce que les opposants disent et puis déconstruire ça aux frais. Et puis vous allez comprendre la réalité. Les discussions sur la dette publique de la Côte d'Ivoire suscitent souvent des inquiétudes et des interrogations, conduisant souvent à des discussions et polémiques sur diverses plateformes et réseaux sociaux. Pourtant, une analyse profonde des données factuelles révèle une réalité souvent méconnue. Sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, la discussion, tout le monde est devenu économiste. Tout le monde est devenu savant en sciences économiques. Et tout le monde parle. Mais la réalité, est-ce que c'est ce que tout le monde dit? Est-ce que tout le monde peut maîtriser l'économie? Est-ce que tout le monde peut maîtriser le fonctionnement de l'État? Est-ce que tout le monde peut maîtriser le fonctionnement de la dette publique d'un État, comme la Côte d'Ivoire? En réalité, c'est un peu plus profond. C'est comme si tout le monde se transformait en médecin aujourd'hui sur Internet et que chacun donnait le peu qu'il sait. Il peut avoir du vrai comme beaucoup de faux. Et c'est la même chose qui existe. Mais lorsque nous nous mettons à la lumière de la réalité, qu'on prend les faits, c'est-à-dire les questions que les gens posent là, on prend les questions de ceux qui sont les alarmistes, les pessimistes, et puis on compare ça avec la réalité, c'est ce fact-checking. C'est cette vérification de ce qui est dit avec la vérité que nous allons vous présenter aujourd'hui. La première question qu'on entend beaucoup, la dette publique de la Côte d'Ivoire a-t-elle atteint des niveaux alarmants? On dit, Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tellement de dettes qu'on ne sait même plus comment on va s'en sortir. Et voici comment les gens parlent. La dette de la Côte d'Ivoire a atteint des niveaux alarmants, compromettant la stabilité économique du pays. La dette de la Côte d'Ivoire est tellement énorme que les générations à venir, leur avenir sera compromise. Et ça, c'est pas bon. Voilà ce que les plus pessimistes disent. Maintenant, venons vérifier les faits. Et les faits que nous vérifions, selon les données du ministère des Finances et du budget de la Côte d'Ivoire, le ratio dette-PIB, on a déjà expliqué ici hier dans une émission, on a parlé de la dette, c'est crédit que tu as pris. On a parlé du PIB. Le PIB là, c'est le produit intérieur brut. En une année, tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, toutes les activités que vous avez eu à faire, quand on met tout ensemble là, la richesse qui a été obtenue là, c'est ça qu'on appelle PIB. Donc si on prend le crédit qu'on a pris, qu'on divise par le PIB, la Côte d'Ivoire se situe à 56,7% à la fin 2023. Ça, ce sont les données du ministère des Finances et du budget de la Côte d'Ivoire. En dessous du seuil de 70% fixé par l'UEMOA. La Côte d'Ivoire se retrouve à 56%, alors que l'UEMOA dit qu'on peut prendre jusqu'à 70% de dette par rapport à votre PIB. Le ratio dette-PIB se situe à 56,7% à la fin 2023. Bien en dessous des 70% définis par l'UEMOA. Et des pays tels que le Ghana, dette PIB, le ratio, le Ghana est endetté à 92,4% selon le FMI à la fin 2022. La Côte d'Ivoire est endettée à 56,7% à la fin 2023. Le Ghana est endetté à 92,4% selon le FMI à la fin 2022. Le Sénégal est endetté à 76,6%. Le Maroc est endetté à 71,5%. L'Afrique du Sud est endettée à 71,1%. Le Kenya est endetté à 68,4%. Ce que nous vous disons là, on vous donne toutes les sources. Banque mondiale,
ministère des économies et des finances de la Côte d'Ivoire, tout ce qu'on vous donne là, ce sont des choses à aller vérifier et venez dire comment. En outre, il ne faut pas se fier littéralement au niveau de dette, puisque avec une dette d'environ 8 000 milliards de francs CFA en 2010, le ratio dette-PIB était de 66,4% selon le FMI. Et donc en 2010, là, est-ce que vous n'avez pas entendu Laurent Gbagbo dire « Moi j'ai laissé 7 760 milliards de dettes à ceux qui sont venus après moi ». En français simple, il est en train de dire, lui il a pris millions là, tu comptes ça 1000 fois, c'est ça qui fait 1 milliard. Lui il a pris là 1 milliard là 7 760 fois, mais en réalité il ment. C'est 8 000 milliards qu'il a pris. Et les 8 000 milliards qu'il a pris en dette là, est-ce qu'il a réalisé un pont? Est-ce qu'il a réalisé une école? Est-ce qu'il a réalisé une route? Est-ce qu'il a fait quelque chose qui a changé la vie des Ivoiriens? Non. Mais il dit, lui, il a donné ces dettes-là en héritage à Alassane Ouattara. Parce que c'est un vaurien, il ne peut pas. Mais cette dette-là, si c'est ce qu'il a laissé là, prenons la richesse que les Ivoiriens produisaient en 2010, et puis la dette de 8 000 milliards, on se retrouve à 66,4% selon le FMI, dans son rapport des perspectives économiques et régionales, Afrique subsaharienne publié le 12 avril 2012 contre un ratio de 56% aujourd'hui, avec un encours plus important. Donc ça veut dire que les 8 000 milliards de Laurent Gbagbo, si on compare en 2010 la dette de 8 000 milliards avec le PIB en 2010, ça veut dire que Laurent Gbagbo avait endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 66,4%. Et c'est le FMI qui nous le dit dans son rapport Les perspectives économiques régionales Afrique subsaharienne qui a été publié en avril 2012. Alors que Alassane Ouattara, non seulement il a diminué le taux de 66,4% pour faire baisser ça à 56,7% aujourd'hui, Laurent Gbagbo et ses sbires sont très mal placés pour nous parler d'endettement de la Côte d'Ivoire. Parce que le niveau d'endettement, là où vous avez mis la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire a produit beaucoup plus de richesses et a pu faire baisser, a pu faire quitter la Côte d'Ivoire dans un taux d'endettement de 66,4% en 2010 pour nous ramener en 2023 à un taux d'endettement de 56,7%. Et comment le président Ouattara a réussi cela? Il a réussi cela d'abord en créant des richesses. Mais mieux, la dette de 56%, l'argent de la dette de 56%, là, on a pris ces sommes-là pour construire des ponts, pour faire des écoles, pour faire des routes, pour faire des universités, pour faire des maternités, pour faire des dispensaires, pour faire des CHU, pour faire des CHR, pour aussi mettre dans les filets sociaux. Mais vous, les 8 000 milliards, là, ça allait où? Et donc voilà la grande différence entre ceux qui veulent critiquer et qui veulent cacher leur gestion et le RHDP qui est clair et qui donne de façon claire ce qu'il dit et qui est vérifiable. Le niveau de dette ne signifie a priori pas grand chose en matière d'analyse de la dette. Il faut toujours l'apprécier au regard des richesses nationales qu'elle a servi à créer. Et donc en français simple, quand on dit tu es endetté là, c'est pas ça le problème. Le problème là, la dette que tu as pris là, comment tu as utilisé, c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui prend crédit pour payer manger et puis il mange, pour faire dans du pléonasme, et puis quelqu'un qui prend crédit pour payer une voiture comme un taxi et puis il conduit et puis il paye la dette. Laurent Gbagbo ne disait-il pas que lui il arrivait à payer les fonctionnaires? Et donc il endettait la Côte d'Ivoire juste pour payer les fonctionnaires. Et donc les dettes s'accumulaient sur la Côte d'Ivoire. Alors que le président Ouattara prend la dette, il met ça dans des routes, on fait des péages, il met dans des universités, les enfants vont s'inscrire, ils payent, on met dans des hôpitaux, les gens payent, et puis on rembourse la dette. Voilà la grande différence entre ceux qui savent s'endetter pour produire des richesses et ceux qui savent, comme Laurent Gbagbo, s'endetter pour ne rien produire mais consommer. Maintenant qu'on vous a présenté les deux tableaux, quelle est la conclusion? Les affirmations alarmistes sur la dette de la Côte d'Ivoire ne sont pas fondées sur des données factuelles disponibles.
Ce qu'on constate, tous ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est endettée, que la Côte d'Ivoire va mal, quand on la demande là, c'est quelle institution internationale? Ou bien vous avez des chiffres, ils n'ont aucun chiffre. Ils n'ont qu'une source à vous donner. En réalité, c'est les mensonges des laboratoires qu'ils ont créés à partir des usines de Thiam et de Laurent Gbagbo pour essayer de tromper le peuple. C'est sur ça qu'ils se basent. La situation de la dette publique du pays reste gérée de manière responsable et viable. En tout cas, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire gérée par Alassane Ouattara, le taux de la dette est géré de façon responsable et de façon soutenable. Ça veut dire que ça ne met pas du tout en danger la vie des générations à venir, encore moins l'économie de la Côte d'Ivoire en danger. Puisqu'on vous a présenté des pays, avec les données du FMI, on vous a présenté des pays comme le Ghana, qui a un taux d'endettement de 92,4%. On vous a présenté le Sénégal, 76,6%. On vous a présenté le Maroc, 71,5%. L'Afrique du Sud, 71,1%, etc., etc. On vous a présenté le taux d'endettement du régime de Laurent Gbagbo, 66,4% en 2010. Et le taux d'endettement d'Alassane Ouattara, 56,7%. Et on vous a tout expliqué, voilà la réalité. Ce qu'on attend maintenant, qu'ils viennent nous dire que ce qu'on a dit est faux. Deuxième question. Les investissements du gouvernement ivoirien sont-ils excessifs? Est-ce que le gouvernement ivoirien ne réalise pas trop de réalisations? Et ces réalisations ne bénéficient pas à la population? Voilà ce qu'ils sont en train de dire. En d'autres termes, les opposants ivoiriens disent pourquoi Alassane Ouattara construit des universités, il fait des routes, il fait des ponts, il électrifie les villages. Quand il fait ça là, est-ce que vous-même les populations, vous comprenez ce que ces politiciens là disent? Ils disent que courant là, que vous, ça ne vous profite pas. Ils disent que les routes là, que Alassane Ouattara a trop développé le pays et que ça c'est pas bon. C'est ce que ces opposants là disent. Les investissements du gouvernement sont-ils excessifs? Ça veut dire, est-ce que le gouvernement ne fait pas trop de développement? Est-ce que le gouvernement ne fait pas trop de réalisations? Bon, chers parents, quand vous entendez ça là-haut, est-ce que ce n'est pas vous, les populations, qu'on insulte? Ça, les opposants sont en train d'insulter vous. Vous ne méritez pas qu'on développe le pays. Vous ne développez pas, vous ne méritez pas qu'on fasse des routes. Vous ne méritez pas qu'on mette des dispensaires dans vos villages. Vous ne méritez pas qu'on construise des écoles dans vos villages. Tous Français qui sont en train de parler là, eux, on devrait laisser l'argent là, eux vont voler, mettre ça dans des comptes en Europe. Pourquoi on va faire tout ce développement? Parce que si on fait des investissements, et trop d'investissements, cela ne bénéficie pas à la population. Mais toi-même qui es assis là, est-ce que le courant qu'on a mis dans ton village, ça ne te profite pas? La dernière fois, quand ta femme voulait accoucher là, au lieu de te déplacer sur 200 km ou même 50 km là, elle a accouché au dispensaire du village, ça ne t'a pas arrangé. L'eau courante qu'on a mis dans ton village là, ça ne t'arrange pas. Donc, à travers la manipulation, ils pensent que vous, la population, vous êtes des idiots. Et eux veulent vous manipuler. Ils disent que Alassane Ouattara a fait trop de réalisations et qu'il y a tellement de réalisations que les Ivoiriens ne peuvent pas profiter. On va vérifier les faits. Selon le rapport du ministère de l'économie et du plan et du développement de la Côte d'Ivoire, les investissements cumulés sur la période 2012-2022 s'élèvent à plus de 19 000 milliards de francs CFA. Quand on prend ce que le ministère de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire donne, depuis que Ouattara est venu au pouvoir en 2012 jusqu'en 2022, tous les investissements, tous les ponts, toutes les écoles, les universités que vous voyez là, on leur demande, vous avez dépensé combien d'argent? Ils disent, on a dépensé 19 000 milliards. Ces 19 000 milliards, vous avez pris pour faire tout ça? Ils disent oui. Ces investissements bénéficient bel et bien à la population pour plusieurs raisons. On dit, est-ce que les 19 000 milliards que vous avez mis dans les investissements là, est-ce que ça profite à la population? Ils disent oui. Comment ça profite à la population? Ils disent d'abord, dans la formation, éducation, formation. Si vous voulez, dans le secteur éducation, formation. Ça veut dire au niveau de l'école là, au niveau des maternelles, au niveau du primaire, le gouvernement a construit dans les 19 000 milliards là, entre 2012 et 2022, ils ont construit les classes pour les maternelles et puis les écoles primaires publiques. Ils ont construit 43 699 salles de classe entre 2012 et 2023.
On dit donc les 19 000 milliards que les opposants disent là, quand vous construisez les écoles, ça n'arrange pas les Ivoiriens là. Et puis vous devez laisser, et ils allaient détourner les 19 000 milliards pour mettre dans leur compte. Et puis donner ça aux prostituées là. Donc le gouvernement de Ouattara dit, en ce qui concerne l'école, pour ceux qui vont au jardin et puis les écoles primaires là, eux ils ont construit 43 699 salles entre 2012 et 2023. Et que ça, les populations savent si ça a un bénéfice sur leur vie ou pas. En 2022, le pays compte plus de 500 lycées et collèges contre 242 en 2011. Quand Laurent Gbagbo quittait le pays, en avril 2011, quand tu comptes tous les lycées avec les collèges publics de la Côte d'Ivoire, ça faisait 242. Mais aujourd'hui, nous sommes à 500. Si tu fais les 242 de l'époque de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, quand tu fais 242, c'est ce que eux trois ont pu faire. Maintenant, Alassane Ouattara est venu de 242, lui il a augmenté à 500. Donc là, de 243 jusqu'à 500 là, c'est ce que Alassane Ouattara seul a pu faire de 2012 à 2023. Et donc, la différence en nombre qui a été faite là, est-ce que ça profite aux lycéens et aux collégiens ou pas? Le taux net de scolarisation est passé de 72% en 2013 à 94,2% en 2023. Et ce qui fait qu'on sait que ça a profité aux populations, en 2013, le taux de personnes qui allaient à l'école était de 72,9%. Mais en 2023, ce même taux est passé à 94,2%. Donc, pour savoir que ça bénéficie aux gens, puisque les gens accouchent des enfants, les enfants grandissent, regardez, on est passé de 72,9% à 94,2% en 2023. Ça veut dire que ça a profité aux gens. Le gouvernement dit que dans le domaine de la santé, 75% des populations vivent à contre 66% en 2012. Le gouvernement du président Ouattara dit, comme ce sont les gars aujourd'hui qui s'estiment être des économistes, quand ils ont laissé le pouvoir en 2011, là, on avait, quand tu prends un village, et puis tu prends un dispensaire ou même un hôpital, là, il y avait 66% des populations qui vivaient à 5 km d'un établissement sanitaire. Mais aujourd'hui, on a 75% de la population qui vivent à moins de 5 km d'un établissement sanitaire. Au temps de Gbagbo, c'est 66% des Ivoiriens qui vivaient à moins de 5 km d'un hôpital. Mais le nombre a augmenté. Tu fais 75 moins 66. Ce que tu vas trouver là, c'est le nombre de personnes qui s'est ajouté. C'est à eux que ça a bénéficié. En plus de ceux qui étaient déjà là. Dans le secteur énergie et électrification, le taux de couverture de 1960 à 2011 est de 33,2%. Quand on parle de l'électricité, de l'époque de Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire de l'indépendance en 1960 jusqu'en 2011, quand Gbagbo laisse le pouvoir, on avait 33,2%. Ça veut dire, sur chaque 100 personnes, il y avait 33 personnes qui avaient l'électricité. Mais en décembre 2023, cela est passé à 86,2%. Alassane Ouattara seul, de 33%, il a fait passer ça à 86%. Et donc, quand tu fais 33 moins 86, le pourcentage que tu vas trouver là, ça fait un taux de 53%. Alassane Ouattara seul a pu faire sortir. Ça veut dire sur chaque 100 personnes, Laurent Gbagbo, Félix Houphouët-Boigny Bédié avait pu donner l'électricité à 33. Quand Alassane est venu là, lui il a ajouté 53 dessus. Donc ça fait qu'aujourd'hui,
il y a 86% des Ivoiriens qui ont l'électricité. Ça veut dire, Alassane, lui seul là, il a travaillé 2 fois plus que Babo, Bédié et Félix Houphouët-Boigny. L'électrification participe grandement à l'amélioration des conditions de vie des populations en zone rurale. Allez demander à nos parents qui sont dans les campements, quand ils ont aujourd'hui accès à l'électricité là, est-ce que ça a eu un impact sur leur vie ou bien ça n'a pas eu un impact sur leur vie? La réponse qu'ils vont te donner là, c'est la même réponse que celle du gouvernement. Au niveau des routes, l'aménagement et ou le bitumage des routes de plusieurs sections et plusieurs axes. Un cumul de 7541,6 km de routes neuves en 2023. Le président Ouattara, en 2023 seulement, il a réalisé 7541 km de routes, des routes neuves en 2023. Il a fait 84 km d'autoroutes en 2023, portant à 357 km le linéaire de l'autoroute. Quand on prend les différentes autoroutes qui existent en Côte d'Ivoire, là, le président Ouattara, en ajoutant 84 km en 2023, il a agrandi nos autoroutes pour les allonger à une hauteur, à une distance de 357 km. L'amélioration du réseau routier a permis de développer le commerce, l'accès aux zones de forte production agricole, la facilitation des échanges, etc. Maintenant, venons-en à l'eau potable. L'accès à une source d'eau améliorée se renforce. Le taux de couverture est passé de 78% en 2012 à 90% en 2020. Quand le président Ouattara prend le pouvoir, le taux de couverture est autour de 78%. Mais, jusqu'en 2020, le président Ouattara a pu donner, en plus de 78%, il a pu donner de l'eau potable à 90% de la population. Ça veut dire quoi? Tu fais 90 moins 60, ça fait 12% de la population. Ça veut dire depuis qu'il est là, chaque année, le président Ouattara donne de l'eau à 300 000 foyers par an. Parce que quand tu prends les 12% sur l'échelle de l'année, avec la taille de 30 millions de population, c'est plus que 300 000, mais estimons à ça. Et depuis 2012 jusqu'à là, il fait ça. Au minimum, 300 000 familles trouvent un compteur d'eau. Depuis qu'il est là au pouvoir, ça va faire maintenant 14 ans. C'est ce qui a fait qu'on se retrouve aujourd'hui à 90%. Ainsi, 86,7% des ménages ont accès à une source d'eau potable selon le recensement général de la population en 2021. Et je vous ai dit, nous ne parlons pas parce que nous avons envie de parler. Nous ne sommes pas là pour faciliter la tâche au régime d'Abidjan. Nous sommes là pour dire la vérité aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, allez demander à ces personnes aujourd'hui qui ont reçu ces compteurs de SODECI et l'eau potable, allez demander si ça change leur vie ou pas. Et donc, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que les investissements réalisés sont orientés vers des secteurs essentiels pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, contredisant ainsi l'idée selon laquelle il serait excessif et non bénéfique. Et donc, les investissements qui sont faits là, c'est fait d'abord dans des secteurs qui jouent sur la vie des Ivoiriens, qui touchent la vie des Ivoiriens. Donc, ça vient contredire ceux qui disent que les investissements là, que c'est trop et puis que ça ne bénéficie pas aux Ivoiriens. La réalité prouve qu'ils mentent. La Côte d'Ivoire est-elle surendettée? La Côte d'Ivoire est surendettée et risque de faillite économique. C'est ce qu'ils disent aux gens. Que la Côte d'Ivoire, notre économie va s'effondrer, on a pris trop de dettes. On va vérifier les faits. Le FMI, institution par excellence en charge d'assurer la stabilité financière internationale, qui n'a jamais hésité à tirer la sonnette d'alarme sur le niveau d'endettement d'un pays, a confirmé très récemment en 2023 que le risque de surendettement demeure modéré en Côte d'Ivoire sur les 20 prochaines années. La représentante du FMI, là, elle était en Côte d'Ivoire en 2023. Et elle a dit devant le monde entier que sur les 20 années à venir, là, ça veut dire, on était en 2023, jusqu'en 2043, là, qu'avec aujourd'hui la richesse que la Côte d'Ivoire a,
avec la dynamique économique de la Côte d'Ivoire, que sur les 20 années à venir, jusqu'en 2043, il n'y a pas de risque d'endettement en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire produit les richesses qu'il faut et est dans un surendettement modéré. Cette conclusion est largement partagée par les agences de notation financière. Et c'est pourquoi vous avez vu des agences comme les Moody's et autres donner une bonne note financière à la Côte d'Ivoire. Parce que ce que le FMI a dit, c'est la vérité. Or, c'est le FMI qui donne crédit. En effet, la dynamique haussière des différentes notes obtenues par la Côte d'Ivoire depuis 2014 traduit la solvabilité du pays, en d'autres termes, sa capacité constante à honorer tous ses engagements financiers. Mais pourquoi les agences de notation financière donnent des bonnes notes à la Côte d'Ivoire? Ils disent simplement, chaque fois que la Côte d'Ivoire a pris un crédit, une dette, la Côte d'Ivoire se montre solvable. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire montre, à travers le président Ouattara, qu'ils respectent leurs engagements. Quand ils ont pris 5 francs qu'ils doivent payer, ils payent avec les intérêts au temps et en manière. Et donc, ça fait que les gens, quand tu payes ton crédit en temps et en manière, ça fait que les gens ont confiance en toi et ils n'ont pas peur de te donner de la dette. D'ailleurs, récemment, l'agence de notation Moody's, l'une des agences de notation les plus reconnues au monde, a révélé la note passant de B à 3 avec une perspective positive à B à 2, perspective stable, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième meilleur crédit d'Afrique subsaharienne derrière le Botswana, et partage la même catégorie de notation que des nations économiquement significatives telles que l'Afrique du Sud, le Brésil, le Vietnam. C'est ce qui a fait que une agence comme Moody's a enlevé la Côte d'Ivoire dans la perspective positive pour mettre la Côte d'Ivoire dans la perspective de la stabilité économique qui est BA2. Pourquoi? Ceux qui donnent crédit, ils disent que c'est parce que la Côte d'Ivoire paye ses dettes. La Côte d'Ivoire a les moyens de payer ses dettes parce qu'elle produit les richesses qui vont avec. Les autorités savent où elles mettent l'argent de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez me dire que le régime a pu corrompre tout cela? Et aujourd'hui, ça fait que la Côte d'Ivoire, là, en termes de confiance vis-à-vis de ceux qui donnent crédit, là, après le Botswana, c'est la Côte d'Ivoire qui vient dans toute l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est important. Cette évaluation témoigne de la confiance de Moody's dans les avancées notables réalisées par la Côte d'Ivoire au cours des dernières décennies. Et tout ça, ça s'appelle la confiance. Et donc, vous qui ne savez pas comment on obtient un crédit, vous qui n'avez jamais payé vos dettes et que vous les avez transférées à Alassane Ouattara pour qu'il paye à votre place, ce n'est pas à vous de vous inquiéter. De la même manière qu'il a payé les 8 000 milliards de Laurent Gbagbo là. Crédit qu'il n'a pas pris là, s'il a pu payer là. Ce n'est pas crédit que lui-même il prend, il ne peut pas payer. Chers parents, bien. Et donc, la réalité est là. C'est parce que vous ne savez pas comment obtenir crédit et vous ne savez pas comment payer crédit. Mais Alassane Ouattara, lui, sait comment prendre crédit. Lui, sait comment payer crédit des gens qui ne savent pas payer crédit comme Laurent Gbagbo là. Lui, il paye leur crédit. Donc, ce n'est pas lui-même son crédit qu'il ne peut pas payer. C'est ce qui fait que les agents comme les Moody's disent vraiment, on a confiance en toi. Même demain, si tu veux, faut venir prendre encore. Donc, on fait le verdict. Les craintes d'une faillite économique imminente ne sont pas étayées par les faits. La Côte d'Ivoire maintient une gestion prudente de sa dette, réduisant ainsi les risques de surendettement. En réalité, le verdict est là. Si on prend les réalités, les grandes institutions comme Moody's, comme le FMI, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, elles ne peuvent pas être toutes amoureuses de la Côte d'Ivoire. Parce que les sommes qu'elles donnent à la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, s'ils prennent 100 francs, là, on ne paye pas 100 francs. Hein. On ajoute peut-être au moins 15 francs dessus. Si les gens aiment donner crédit à la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils gagnent aussi des intérêts. On ajoute des intérêts dessus. Chaque 100 francs, là, on peut ajouter 10 francs dessus. Donc, la crédit qu'ils donnent, là, ce n'est pas cadeau. Mais si eux-mêmes, ils disent qu'ils sont contents de donner crédit parce que Alassane Ouattara paye les crédits en temps et en manière, ce n'est pas vous, vos imaginations qui vont effrayer les gens. Parce que les autorités de la Côte d'Ivoire actuelle savent où elles vont, savent comment elles utilisent ces dettes-là. Elles les utilisent pour réaliser des ponts, pour que vous payez les péages, vous payez les universités, vous payez les médicaments dans les hôpitaux. Et en fonction de tout ce que ça génère, là, on paye l'argent des gens avec les intérêts. Et puis la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, si vous avez d'autres preuves mieux que ça, apportez-les.
vous n'avez pas aussi ces preuves-là. C'est ça qui est la vérité. Donc, à la lumière de la vérité, vous n'avez encore que menti aux gens. Vous êtes dans la propagande pour essayer d'inquiéter les Ivoiriens, mais ça ne passera pas. Nous, on sera là tous les jours pour vous démonter en pièces. Les eurobonds, un financement risqué. Les eurobonds sont une source de financement risqué pour la Côte d'Ivoire. Quand ils n'ont pas réussi à nous convaincre de tout ce que je vous ai dit auparavant, ils disent, ah, vous voyez, actuellement la Côte d'Ivoire, voilà, c'est pas bon. Actuellement, là, ils vont prendre des crédits en Europe qu'on appelle les eurobonds. Oui, ça c'est encore mauvais. Comme on a dit eurobonds, là, les gens ne comprennent pas. Et les gens se disent, attends, on va vérifier. Là encore, on va vérifier, puis on va vous dire toute la vérité. Et donc, on va vérifier les faits. Le volume important de besoins de financement dépasse encore les capacités de mobilisation sur le marché local, malgré un fort développement de celui-ci au cours des 10 dernières années. Ce qui justifie le recours aux marchés internationaux qui permettent non seulement de diversifier les sources de financement, mais aussi d'élargir les bases des investisseurs. L'émission d'Eurobond en janvier 2024 illustre ces propos. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de se développer. La Côte d'Ivoire a besoin de créer beaucoup plus d'environnement économique pour aller de l'avant. Mais il se trouve que nous, on n'a pas assez d'argent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le taux des impôts qu'on paye là est peu. Et donc le gouvernement se dit quoi? Pourquoi ne pas aller sur les marchés internationaux pour avoir plusieurs personnes qui peuvent nous donner des crédits? Quand c'est comme ça, quand on s'ouvre à plusieurs investisseurs, ceux qui ont les taux d'intérêt les plus bas, on va transformer ça en forme de bons en euros. Et puis maintenant, on va prendre leur argent, venir travailler, et après on paye leur crédit. Mais on prend celui qui nous donne le taux d'intérêt le plus bas. Voilà la réalité qui s'impose. Et en janvier 2024, la Côte d'Ivoire est allée, et vous savez tout ce qui s'est passé. Traditionnellement, les émissions eurobonds permettent également de lever des ressources avec des maturités plus longues que celles disponibles sur le marché local, limitant ainsi le poids des services annuels de la dette sur les finances publiques. Mais pourquoi? Une des raisons encore, les gens prennent les eurobonds, parce que les eurobonds, là, quand tu prends crédit, ce n'est pas le même jour que tu payes. Les eurobonds, là, en général, là, quand tu prends leur argent, là, eux, ils te donnent plus d'années pour pouvoir payer la dette. Alors que si tu prends une dette locale, ça peut peser sur tes finances publiques. Et puis le temps doit être court. Et donc, plus tu as le temps de pouvoir payer une dette et que le temps est long, ça te donne une capacité de respirer et de pouvoir bien payer la dette et de pouvoir mieux exploiter l'argent. Ça, tu peux tourner dans l'argent là 2 fois, 3 fois avant de payer. Et donc, c'est ce qui fait que les eurobonds là sont mieux que d'aller prendre des prêts sur 3 ans, alors que tu peux aller prendre des eurobonds avec un taux d'intérêt bas et tu n'as à payer ça que sur 5 ans mais 6 ans. Et donc, là où on te parle de 6 ans, par rapport à une dette que tu devais payer en 3 ans, si tu prends la dette de l'eurobond, là, tu peux tourner dans l'argent là 2 fois avant de payer la dette. Et ça aussi, c'est un avantage des eurobonds. La Côte d'Ivoire a levé 2,6 milliards de dollars, soit 1576,7 milliards de francs CFA, avec un taux moyen pondéré de 6,6%, une maturité moyenne de 11% et une tranche de 9 ans labellisée ESG. Dans la vie, là, ce que tu ne connais pas, là, il ne faut pas dire que tu connais. Labellisé ESG, là, je ne connais pas ce que ça veut dire. Ça, je ne vais pas mentir. Donc, vous tapez sur Internet ce que ça veut dire, vous allez trouver. Mais le tout dernier eurobond qu'on a pris, là, le taux d'intérêt, c'est 6,6%. Et quand la maturité moyenne va arriver à 11 ans, ou même jusqu'à partir de 9 ans, on va commencer à payer. Donc, dans les 11 ans là, supposez qu'on fait une route, et puis maintenant on tourne dans l'argent là, on tourne dans l'argent, on tourne dans l'argent là. Est-ce que pour rembourser là, ça sera la chose la plus difficile? En d'autres termes, sans le recours au eurobond, la couverture des besoins de financement serait compromise ces dernières années. Et si on n'avait pas les eurobonds là, tous les investissements qu'on a fait, les financements là, seraient aujourd'hui en difficulté.
Est-ce qu'il faut essayer d'aller de l'avant ou bien essayer d'écouter ceux qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens et puis mettre les Ivoiriens dans le pain? On va parler du verdict. On a présenté ce que les crieurs publics disent, on a présenté la réalité. Est-ce que les eurobonds sont une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Voici le verdict. Les eurobonds sont une option de financement efficace pour la Côte d'Ivoire, permettant de mobiliser des ressources supplémentaires tout en attirant la confiance des investisseurs internationaux. Le verdict dit que les eurobonds là permettent non seulement d'avoir des nouvelles sources de financement, mais que ça permet à ceux qui on va prendre les crédits là, les investisseurs internationaux, ça permet de faire notre publicité et ils nous connaissent. Et à partir de cet instant, ils savent que nous sommes des bons payeurs et ils ont confiance en nous. Contrairement aux idées reçues sur la dette publique de la Côte d'Ivoire, il apparaît d'après les données factuelles analysées que la Côte d'Ivoire maintient une gestion prudente et viable de ses finances. Les investissements réalisés sont orientés vers le développement socio-économique et les stratégies de gestion de la dette sont bien en place pour assurer la stabilité financière à long terme. Et donc, en réalité, tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, il n'y a aucune crainte à avoir face à l'avenir. Et même, le gouvernement assure toutes les stratégies pour créer une stabilité financière à long terme. Là encore, les crieurs publics d'un soir se sont encore trompés et ont menti. On emprunte pour rembourser la dette. C'est donc une chose absurde. Ils sont venus dire, ah non, non, c'est faux. La Côte d'Ivoire n'en réalise pas. Alors que nous tous, on voit la réalisation. Ils disent aux gens qu'on prend l'argent pour rembourser dette. La Côte d'Ivoire emprunte pour rembourser sa dette. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vérifions les faits. Le refinancement ou le reprofilage de la dette est une pratique courante de gestion de la dette pratiquée par tous les États. Ces opérations permettent généralement d'améliorer la viabilité de la dette en allongeant sa maturité. On dit, il y a quel pays au monde qui ne fait pas ça? Voilà la première question qui est posée. On appelle ça le refinancement de la dette. Aux États-Unis, on appelle ça le revolving credit, si tu es un individu. Mais en français, ils appellent ça le reprofilage de la dette. Mais ça veut dire quoi? J'avais un crédit, je n'ai pas, ou même je ne vais pas pouvoir payer à temps. Qu'est-ce que je fais? Je demande un autre financement pour payer cette dette-là. Maintenant, la nouvelle dette-là, ils vont allonger la période. Maintenant, la question qui est posée là, donnez-nous un seul pays au monde qui ne pratique pas cette méthode. Parce qu'on ne parle pas d'individus, on parle de pays. Et la Côte d'Ivoire existe sur la planète Terre. Corona là, c'est pas Alassane Ouattara qui a voulu Corona. La guerre en Ukraine là, c'est pas Alassane Ouattara qui a voulu ça. Donc il y a des événements qui viennent bouleverser l'économie mondiale. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrôler ça. Tu peux prendre une dette. C'est pas parce que tu ne peux pas payer la dette. Mais quand Corona vient bloquer l'économie mondiale, toi tu fais comment? Même si toi ton économie est bonne, tu vas subir les conséquences puisque tout le monde, l'économie va mal chez les autres. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu t'arrêtes, tu dis bon, je vais essayer de refinancer ma dette, le temps d'accumuler les conséquences de l'imprévu, comme par exemple la guerre en Ukraine ou bien le Corona, et après je vais rallonger la période de la dette. Voilà. Ce qui fait que les gens ont souvent recours au refinancement, ce sont des imprévus de la vie. Personne ne s'attendait au Corona. La guerre en Ukraine, tout le monde sait les conséquences que ça a eu en Afrique. Et donc les questions que nous posons sont factuelles, sont réelles, et ce que nous disons, qu'on nous donne le nom de ce seul pays au monde qui n'a jamais eu recours au reprofilage de sa dette ou au refinancement. Ça n'existe pas. De deux, ce que je viens de dire là, il y a combien de pays au monde qui ont eu une économie positive pendant le Corona? La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as eu une économie positive, qu'il faut payer sa dette pour payer sa dette. Tu peux profiter de ce que tu as obtenu comme gain pour renégocier ta dette et puis prendre toi-même ton argent là pour retravailler, pour maximiser encore tes gains.
Et donc voilà de quoi il est question. Et donc le verdict. Les données confirment que la Côte d'Ivoire est effectivement devenue une référence en matière de notation financière, avec une tendance positive observée depuis 2014, ce qui dénote d'une confiance accrue des investisseurs dans l'économie du pays. Contrairement à Laurent Gbagbo qui était infréquentable, depuis 2014, tous les investisseurs disent que la Côte d'Ivoire est devenue un pays fréquentable, un pays avec une tendance économique qui donne envie, qui encourage à donner du crédit et qui encourage l'économie et qui encourage les investisseurs. Contrairement aux idées reçues sur la dette publique de la Côte d'Ivoire, il apparaît d'après les données factuelles analysées que la Côte d'Ivoire maintient une gestion prudente et viable de ses finances. Les investissements réalisés sont orientés vers le développement socio-économique et les stratégies de gestion de la dette sont bien en place pour assurer la stabilité financière à long terme. Nous recommandons à la population de consulter régulièrement les canaux officiels de publication des données et informations du gouvernement, ainsi que les médias fiables afin d'avoir la bonne information et en temps réel. C'était AIP, Association Ivoirienne de la Presse, fact-checking, vérification des faits. Et donc, tout ce qu'on vient de dire, au risque de me répéter, tout ce qu'on a dit, tout le monde a entendu. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est économiste, c'est bien. On leur dit, venez maintenant, vous allez nous démontrer que ce que nous avons dit est faux. Venez nous démontrer que ce que nous avons dit, on ne peut pas le prouver. Et si vous arrivez à le faire, on va encore vous demander de venir nous prouver, avec à l'appui des preuves, que ce que vous dites là, venez nous prouver que c'est vrai. Et donc, voilà autant de réalités qu'il faut mettre devant les gens. Donc, c'est bien beau d'écouter ceux qui jouent les savants ou même les scientifiques sur Internet. Demandez-leur de vous donner les sources, comme ce que je viens de faire. Demandez-vous d'être très précis pour eux-mêmes leur crédibilité. Et demandez-leur surtout, est-ce qu'ils consultent? Est-ce que toi-même là, tu écoutes ceux qui parlent? Mais est-ce que tu vas regarder les publications du ministère des Finances et de l'Économie de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu vas regarder le site du FMI? Est-ce que tu vas regarder le site de Moody's? Est-ce que tu vas regarder le site de la Banque mondiale? Si tu ne consultes pas tout ça, tu vas me dire c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que tu vas prendre la mauvaise information. Et donc aller vers la bonne information qui se retrouve sur Internet et en temps réel.